C'est par le rabbin Bloch chez les Mésistrano. Et lui revenait chez les Mésistrano pensant retrouver son fils. Alors, sa femme morte, il avait un fils qui était plus âgé, Jacques, qui avait été passé au four crématoire. Il pensait retrouver Simon. Mais il n'a pas retrouvé Simon. Et il m'a parlé. Alors, sur le coup, ça m'a fait un choc. Puis après, je me suis dit, mais cet homme, il m'a parlé comme ça. Mais il a tellement vu de choses horribles que pour lui, m'annoncer ça crûment, c'était naturel. Donc vous évoquiez cet homme qui vous a annoncé de manière très brutale et très crue ce qui était arrivé à votre mère à son arrivée à Auschwitz. Est-ce qu'il vous a parlé sur le moment de ce que lui avait vécu dans le camp? Non. Il n'a jamais voulu m'en parler. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de déportés qui ne parlaient pas. Parce que justement, il y a un autre qui est rentré, c'est M. Vadianovski, dont le fils est un ami, et Gaston m'a dit qu'il n'a pas pu faire parler son père que quelques semaines là avant qu'il meure. Son père ne voulait pas lui en parler. Les déportés ne parlaient pas, hein. Ils racontaient pas. Et moi, à Poitiers, j'avais un ami déporté. Il m'a seulement dit, Léon Pachulski, il m'a dit, tu sais, il avait été donc déporté à Auschwitz avec sa femme est morte à Auschwitz, au crématoire. Et il m'avait dit, tu sais, quand je suis arrivé à Paris, à l'hôtel Lutetia, que j'ai commencé à raconter ce que j'avais souffert, ils m'ont pris pour un fou. Ils voulaient m'enfermer. J'ai pris le train, je suis arrivé à Poitiers. C'est comme ça qu'il a échoué à Poitiers. Et il ne croyait pas ce qu'il racontait. On ne croyait pas. Et vous savez, moi j'ai lu le livre de Simone Weil. Simone Weil, c'est ce qu'elle dit. Sa sœur qui avait été dans la résistance, on a eu des égards pour elle. Je ne sais pas si vous avez lu le livre. Mais elle qui était juive, on ne s'en est pas occupé. On n'en faisait pas de cas des juifs. Est-ce que malgré cette annonce, vous avez continué à attendre votre mère, même de manière très irrationnelle? J'y pensais tout le temps. Je cherchais des souvenirs, je cherchais des choses, mais je savais qu'elle ne reviendrait pas. Et là, c'est là que j'ai été à la préfecture de Poitiers. Je suis allée voir le préfet. J'ai dit, écoutez, voilà, je sais qu'on a photographié les Juifs du camp de Poitiers. Et celui qui a photographié les Juifs s'appelait, j'ai donné le nom, j'ai dit, je suis sûre qu'il y a la photo de ma mère. Et comme je n'ai rien, je voudrais récupérer la photo de ma mère. Elle doit être là, la préfecture. Elle doit y être. J'ai eu de la chance, et j'ai un regret. J'ai eu de la chance, parce qu'on m'a dit, écoutez, venez. On m'a emmené dans les sous-sols, on m'a mis devant un carton, puis on m'a dit, cherchez. J'ai cherché, j'ai trouvé la photo de ma mère. Je l'ai prise. J'avais une amie qui était là en photo, je l'ai prise sa photo, celle de sa mère. Et mon grand regret, et je le dis à chaque préfet qui passe à Poitiers, à qui je demande, vous êtes sûr que vous n'avez pas les photos? Chaque préfet, hein. D'ailleurs, il y a des lettres dans les papiers. Je demande au préfet à chaque fois, vous êtes sûr qu'il n'y a pas ces photos? On me répond non. Et aux archives départementales, il n'y en a pas non plus. Alors je dis, mon regret, c'est de ne pas avoir pris le carton et de l'avoir emporté. Au moins, il y aurait des photos des gens qui ont été déportés. Là, il n'y a rien. Et la photo de votre mère, vous l'avez trouvée? Dans ce carton. Et vous l'avez emportée? Oui, bien sûr que je l'ai pris, je l'ai emportée. Vous l'avez reconnue, votre mère, sur cette photo? Ah ben bien sûr. Ah bien sûr que j'ai reconnu ma mère. Comme elle était avec sa robe à fleurs, là. J'ai reconnu ma mère, bien sûr. Vous savez, j'avais quand même 14 ans hein, quand elle a été déportée. Bon, à 14 ans, on se souvient. Hein. On s'en souvient bien. Hein. Oui. Je crois que quelque temps après, on est venu vous proposer de partir en Israël. Oui.
À l'époque, c'était encore la Palestine. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé quand on vous a fait cette proposition? Alors, c'est la secrétaire du rabbin Bloch qui m'avait recueilli chez elle, Régine Bredick, qui s'en allait en Israël, alors que au départ, elle n'était pas du tout pratiquante ni croyante. Elle avait fait l'école normale. Elle a été secrétaire du rabbin, et du jour où le rabbin Bloch a été arrêté, elle s'est mise à devenir mais pieuse, mais alors, c'était incroyable pour elle ce qu'elle était devenue. Alors, son idée, c'était partir en Israël avec sa sœur et son frère. Et elle me dit, écoute, on part et tu viens avec nous. Et je lui dis non. Je suis née en France, je suis française, j'ai souffert ici, mais ça ne fait rien, je reste en France. J'ai pas voulu partir en Israël. Et alors à ce moment-là, je chantais bien. Et elle est venue avec quelqu'un d'Israël qui m'a dit, allez, il faut que tu viennes, tu verras, on t'a donné des leçons de chant, tu chanteras, tu seras... J'ai dit non, je ne veux pas aller en Israël, je veux rester en France. D'abord, mes sœurs sont en France, et moi je reste en France. Et je suis restée. Je n'ai pas voulu aller en Israël, mais avec Régine Bredick, je corresponds. Elle a 85 ans. Elle s'est mariée là-bas. Elle est très pieuse. Et nous nous écrivons régulièrement. J'ai encore reçu une lettre la semaine dernière. On ne se perd pas de vue, toutes les deux. Mais j'ai pas voulu la suivre. Non. Je suis restée. J'ai peut-être eu tort, je sais pas. Je crois pas. Non. J'étais née en France. Pour moi, j'étais française. Et puis, ma mère nous avait tellement dit, on est en France, faut parler français, faut que ça m'est resté. Je suis française. Je suis juive d'abord, mais je suis française, hein. Faut pas qu'on me dise le contraire. Ça, je suis française. Et je vais même vous dire, vous savez, quand j'entends la Marseillaise, je pleure. Et à l'école à Nancy, on nous apprenait tous les chants patriotiques, parce que Nancy, c'est la Lorraine. À Metz, on parle allemand, mais à Nancy, on ne parle pas allemand. Et à l'école, tous les matins, on apprenait nos chants. Hein. Et je vous dis, quand j'entends la Marseillaise encore, je ne peux pas l'entendre sans pleurer. Est-ce que après la guerre, vous avez en quelque sorte essayé d'oublier ce que vous aviez vécu? Au départ, j'ai cherché, d'abord, à savoir un petit peu comment ça s'était passé. Comment ça s'était passé pour ma mère. Et puis après, on m'a tellement... La vie, m'a prise. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, mais j'ai jamais oublié ma mère, qui était toujours en photo, et j'en parlais tout le temps avec mes sœurs. Tout le temps. C'est revenu, Enfin, la vie m'a prise, si vous voulez, quand même. Mais j'ai toujours fait partie, il y avait une association de déportés. J'ai fait partie tout de suite de cette fédération de déportés. Donc, si vous voulez, j'ai toujours été dans le bain. Avec des déportés pour en parler, tout le temps. Et quand je pouvais en parler, j'en parlais. Mais alors, vous savez, à Poitiers, il n'y avait plus, en dehors des déportés juifs, en dehors de Léon Pachulski, que je connaissais bien, qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui m'a donc dit qu'on le prenait pour un fou, eh bien, il n'y avait pas beaucoup de déportés qui sont venus. Monsieur Ming, qui n'est pas resté à Poitiers, quand il a vu qu'il n'avait plus d'enfants, plus rien, il est parti dans le Midi. L'autre est parti, il est reparti à Nancy. Donc, je ne pouvais pas en parler avec des juifs. Je ne pouvais pas avoir de renseignements, je ne pouvais rien avoir. Et les déportés, ils racontaient pas, ils parlaient pas. Le commandant Musso, j'ai essayé, mais non, il n'en parlait pas. Hein. Ça a été longtemps avant que les gens commencent à en parler. Est-ce que vous pourriez raconter ce qui s'est passé lorsque vous vous êtes installé avec votre mari dans l'appartement que vous avez acheté à Poitiers? Ah mon Dieu. Oui. Donc,
On avait pris une option sur une maison à Saint-Benoît. Ceux qui connaissent la Poitiers, c'est tout près. Mes beaux-parents habitaient Saint-Benoît et on s'était dit on va prendre une option, faire construire. On travaillait tous les deux. On a dit on va acheter une maison. Et puis ça ne se faisait pas. Et où travaillait mon mari, il était avec des scientifiques puisqu'il était à la fac de sciences. Et il y en avait un qui s'appelait Alain Ginca, qui est professeur maintenant. Et Alain Ginca lui dit Combus, puisqu'il l'appelait Combus, travaillait dans le même labo, Combus, vous devriez acheter un appartement où j'ai acheté le mien. Parce que là, l'université de Poitiers s'était justement montée tout près de ces terrains où on devait construire une résidence. Il dit, vous devriez acheter dans cette résidence un appartement comme le bien, ça serait bien. Regardez, vous seriez tout près de la fac. Vous êtes tout près du lycée, tout près de la patinoire, tout près de ceci, de cela. Alors, à force, ce monsieur Ginca vient me voir, puis il me dit, vous devriez acheter, regardez au-dessus. Mais il fallait acheter, on achetait sur plan. Si vous voulez, il y avait donc un projet qui était fait sur la route de Limoges, et il y avait les plans, on allait au crédit immobilier, ça s'appelait, et on choisissait, on allait voir s'il restait un appartement. En effet, il nous restait un appartement, ayant 2 enfants, ce qu'on voulait, on trouve, sur plan, on prend donc une option, c'est fait. On allait de temps en temps voir ce qui se construisait, mais on n'insistait pas trop, on regardait un petit peu et on partait. Et puis quand quand nous emménageons, nous sommes d'ailleurs les premiers à emménager dans la résidence, parce que moi c'est ma mère qui m'avait appris ça, il fallait que tout soit bien, propre, nickel, impeccable. Bon, alors moi j'ai voulu rentrer dans un appartement tout fini, tout bien. Mais c'est mon appartement qui a été terminé, vraiment terminé et tout. Je viens donc, on emménage, et ça avait beaucoup changé autour. Je me suis pas rendu compte, parce qu'en face du camp, il y avait des grands bâtiments. C'était un marchand de machines agricoles qui avait monté ça, il y avait des machines agricoles et tout. Alors moi j'en ai pas fait de cas, je me suis pas rendu compte. Et l'environnement étant changé, il y avait eu des maisons, la route avait été faite, il y avait... Et puis quelque temps après, installé chez moi, je regarde par la fenêtre, puis je dis à mon mari, mais regarde là-bas. Mais c'est pas vrai. Mais c'est la cuisine du camp. C'est la cuisine du camp qui est là. Il me dit la cuisine du camp, mais c'est pas possible. Ah, j'écoute, je vais voir, mais je suis sûre que c'est la cuisine du camp. Je vais voir. En effet, il y avait un marchand de peinture qui s'était installé à côté et tout. Il y avait un poste à essence à côté. Si bien que cette baraque, elle se trouvait encastrée dans les choses. Il a fallu que je tombe dessus pour voir que c'était la baraque, la cuisine. Ben, je lui dis, c'est pas possible. Tu sais ce qu'on a acheté? Ben, c'est presque à l'emplacement de la baraque où j'ai été pendant 5 mois, là. Avec ma mère. Il me dit, c'est pas possible. Je dis, si. C'était là. Alors, je me renseigne. On me dit, ah oui, oui, oui. La maison d'à côté me dit, ah oui, oui, oui. C'était le camp, là, parce que nous, quand on a fait construire notre maison, on a habité la première baraque qui était le secrétariat. Le temps que notre maison se construisait. Puis on a acheté le terrain. C'était le chemin de ronde, n'est-ce pas? Ils ont acheté le terrain d'à côté et ils ont fait construire. Ben, je dis, c'est pas vrai. Alors je voyais cette baraque. Mes sœurs viennent me voir. Et je dis à Thérèse, je dis, regarde. Elle me dit, mais dis donc, c'est la cuisine du camp. Alors je dis, tu vois, je me suis pas trompée, c'est bien la cuisine du camp. C'est bien ce qu'on a dit, confirmation. Alors, je réfléchis. Je dis à mon mari, écoute, c'est le destin qui l'a voulu. Tu vois, on a acheté sur plan. On a acheté route de Limoges. Eh bien, tu sais ça. C'est parce qu'il faut que j'y sois. Il faut que je sois là pour la mémoire, pour pouvoir raconter ce qui s'est passé ici. Parce que les gens de Poitiers, ils ne savaient pas. Les gens ne savaient pas qu'il y avait eu un camp d'internement. C'est curieux, hein. Les gens, non, on leur en parlait, ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas.
savais pas qu'il y avait eu ça. Mais je suis là pour la mémoire. Et quand il y a donc les cérémonies à la stèle, tous les ans, il y a cérémonie avec les militaires. Enfin, et vraiment, les choses sont faites depuis que nous avons notre mère, là, tout est fait comme il faut. Et à chaque fois, les préfets, ça change. Hein. Tous les 2 ans, tous les 3 ans, ça change de préfet. Et à chaque fois, le maire me prend par la main et il m'amène au préfet et il lui dit, mon cher préfet, je vous présente la mémoire du camp de la route de Limoges. C'est Félicia. Et tous les préfets, ils me font parler, hein. Ils me font parler, ils me font raconter, expliquer un peu. Alors tous les préfets qui passent à Poitiers, ils sont au courant, je suis là pour la mémoire.